Très bien. Donc sur cet atelier quiz, on va créer ce que je vous ai montré, tout à l'heure. Donc un petit écran introductif pour vous rappeler. On a 3 questions que l'on va traiter, et puis une petite page de résultats qui va nous permettre de renvoyer à l'apprenant les éléments qui lui permettront de se positionner par rapport à ses réponses. Alors, pour démarrer, pour réaliser un quiz, ce que je vous invite à faire, donc, alors, vous pouvez utiliser le même support PowerPoint que tout à l'heure, ou alors en créer un nouveau. Et dans ce cas-là, vous aurez à créer. Si je le fais ici, c'est ici qu'il faut que je le fasse. Vous aurez à créer une nouvelle diapositive pour pouvoir intégrer votre quiz. Donc, vous pouvez créer cette diapo. Et ensuite, au lieu de faire, comme tout à l'heure, simulation de dialogue, vous allez tout simplement aller 2 cases un peu à gauche et créer un quiz en cliquant sur le quiz. Donc, ce qui se passe lorsque vous créez votre quiz, vous allez ouvrir une nouvelle interface. Donc, exactement comme tout à l'heure, vous l'avez fait avec la simulation de dialogue. Hein, vous avez ouvert iSpring Talkmaster. Et là, vous allez vous retrouver à ouvrir iSpring Quizmaker. Et vous allez pouvoir choisir, alors moi j'ai un petit quiz, il est déjà fait, donc pour vous montrer, mais vous allez choisir quiz noté pour pouvoir réaliser l'exercice. Alors, je vous laisse démarrer par ça. Donc, vous partez, je vous remonte la manip, vous insérez ou vous partez de votre PowerPoint depuis un écran vide. Dans iSpring, vous choisissez quiz et vous choisissez quiz noté. Donc, lorsque vous avez effectué cette manipulation, normalement, vous devez avoir quelque chose qui se présente davantage de cette manière-là. Groupe intro, groupe de questions, résultats. D'accord ? À l'intérieur de ces groupes, vous devez, comme vous lancez ou vous démarrez votre premier quiz, a priori, vous n'avez rien dans ces cases-là. Sinon, votre page ou groupe d'introduction, dans lequel vous allez pouvoir mettre votre texte, d'une part, et jouer ensuite sur l'onglet Vue diapositive pour pouvoir ajuster la mise en forme de votre présentation. Alors, la particularité de l'écran introductif, c'est qu'il est un petit peu plus, il y a un petit effet d'opacité qui est proposé. Et dans la conception, vous allez pouvoir jouer également en introduisant l'image qui vous est proposée sur la mise en forme de l'arrière-plan pour pouvoir ajuster et présenter votre quiz d'une façon plutôt agréable en termes de visualisation. Donc toujours la même chose, la vue formulaire pour créer mes contenus et la vue diapositive pour présenter mes contenus. Alors cet écran introductif, dans la partie droite, vous voyez qu'il est, on n'est pas obligé d'en mettre un. Donc là, ça dépend un petit peu comment vient votre quiz à l'intérieur. Est-ce qu'il vient déjà à l'intérieur d'un module? Est-ce qu'il est à jouer de manière autonome, indépendante ou pas? Là, c'est en fonction des différentes organisations de modules et de scénarisation qu'on souhaitera mettre en avant. Alors, est-ce que c'est OK pour vous pour cette première manipulation à réaliser? Alors, pour mettre le fond d'écran, on va passer en vue diapositive. Et ici, dans Conception, on a la possibilité de jouer sur la mise en forme de l'arrière-plan. Donc, quand je choisis mise en forme de l'arrière-plan, on peut choisir ici remplissage, image ou texture. Et je vais aller chercher une image. Je vais prendre celle-ci, par exemple. J'ai utilisé tout à l'heure. Et dans ce cas-là, je choisis ici mon image pour pouvoir changer les choses. Donc je peux le faire sur tous les écrans pour ajuster ces éléments-là.
C'est comme dans PowerPoint en fait. Vous avez deux possibilités dans PowerPoint pour pouvoir mettre une image en arrière-plan. Soit vous utilisez cette fonctionnalité d'arrière-plan, soit vous utilisez la fonctionnalité d'insertion image et que vous placez en arrière-plan sur votre image, mais c'est un peu plus lourd à gérer. Et plus lourd également au niveau des contenus, puisqu'à chaque fois vous devez rajouter une image en fait à l'intérieur de l'écran, alors que là il est enregistré une seule fois. Mais vous pouvez avoir besoin d'un arrière-plan pour chaque ou d'une présentation différente pour chaque écran. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on procède parfois autrement. Alors, lorsque vous avez fait cette première manipulation, on va pouvoir commencer à ajouter des questions. Donc, dans iSpring, pour ajouter des questions, vous allez aller en haut à gauche, dans le iSpring Quiz Maker. Et là, vous allez choisir en fait le type de question que vous souhaitez insérer à l'intérieur de votre quiz. Donc, vous avez une douzaine de types de questions. Alors, j'attire votre attention sur deux questions qui ne sont pas notables en fait, qui sont l'échelle de Likert et la dissertation sur lesquelles on ne peut pas avoir de notation automatique. Donc, ça serait ça. Si vous insérez ce type de questions, ça peut avoir du sens dans une question d'enquête, beaucoup moins dans des questions dans des quiz d'évaluation. Ensuite, eh bien ici, la première question qu'on vous demande de créer dans cet atelier, c'est une question de type séquence. Donc, vous cliquez sur séquence, et à partir du moment où vous cliquez sur séquence, ça va vous insérer votre première question. Donc ici, j'ai une question de type séquence, ça apparaît, vous voyez, juste en dessous de la consigne. J'ai la question ou la consigne qui est de ce qui est à réaliser pour l'apprenant. Les différents choix, donc ici on a la règle des 4 C, et puis le feedback que vous allez pouvoir personnaliser, soit directement ici si vous le faites au format texte, soit si vous voulez aller un petit peu plus loin, hop là, vous avez la possibilité de modifier le feedback, soit correct, soit incorrect, en ajoutant de l'audio. Par exemple, pour pouvoir ajuster les choses ou insérer une image à l'intérieur du feedback. Autre élément, la possibilité d'ajuster le score en fonction de la réponse donnée. Donc, si vous voulez pondérer des questions, par exemple, mettre une question qui vaudrait 2 fois plus de points qu'une autre, qu'une autre par défaut, eh bien, il suffit ici de mettre 20 et le calcul du score, on verra tout à l'heure, on peut en reparler, s'exprimera en pourcentage. Donc, cette question vaudra 2 fois plus qu'une question à 10 points. Alors, vous avez la possibilité d'ajuster les éléments à l'intérieur de la vue diapositive. Donc, si je veux, par exemple, passer ma consigne ici dans la partie gauche, c'est parfaitement faisable. La question fonctionnera de la même façon. Et à tout moment, vous pouvez prévisualiser donc, cette diapositive. Alors, faites attention, il y a 3 possibilités de prévisualisation. Soit on voit tout le quiz. Alors, si vous avez beaucoup de texte, beaucoup d'images, des fichiers son, ça peut être un peu long à générer pour voir un seul écran. Donc, on peut voir le niveau au niveau d'un groupe, mais aussi simplement cet écran. Donc ici, j'ai un petit temps de réponse et je peux jouer directement et voir l'allure que prendra. J'ai déplacé ici la zone de texte. Je vais pouvoir ajuster l'allure que prendra mon écran. Pour pouvoir ajuster le temps, c'est simplement une petite coche ici, limiter le temps pour répondre à la question. Et dans ce cas-là, vous pouvez également ici donner, donc par défaut c'est 1 minute, mais vous pouvez ajuster la durée. Si vous laissez 2 minutes de réflexion ou 30 secondes de réflexion, ça ne pose pas de souci de le mentionner à ce niveau-là. Ok, j'enchaîne du coup. Alors, sur la question 2, c'est une question assez simple, question de type vrai-faux. Donc, autre type de question que vous retrouvez ici. Et vous allez du coup avoir ici à changer le feedback pour pouvoir ajuster la question.
De la même façon que tout à l'heure, le temps pour répondre à la question ici est fixé à 1 minute. Et puis, je vais, hop, voilà, le reste est bien embarqué. Donc, c'est pas une question très compliquée. Non, le déplacement des fenêtres vertes et rouges, non, on n'a pas encore cette option-là. Alors, c'est ce qui permet en fait, ce sont des arbitrages en fait, qui permettent à Espring d'être efficace quand on conçoit. C'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont préformatées. Et la contrepartie de ce préformatage fait que certaines options ou certains arbitrages conviennent pas toujours, par exemple graphiquement ou voilà, comme vous l'évoquez en termes de positionnement, parce que ça peut venir par exemple se superposer sur un texte de question ou un bout d'image qui serait important. Donc effectivement, ça peut être délicat, mais c'est une des limites de l'outil, c'est ce qui en fait son côté pratique et son côté moins pratique quelquefois. Donc on n'a pas dit qu'il faut tout faire avec iSpring. Il y a d'autres outils qui permettent d'aller plus avant dans cette dimension graphique et de pouvoir ajuster des choses. Mais du coup, c'est plus long à produire. Après, c'est peut-être une option qui viendra quand ils ont peut-être trouvé l'ergonomie en fait qui permet de le faire. La seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui, si je prévisualise la diapo. Hop, vous voyez, c'est que ici, je ne sais pas si vous l'aviez repéré, il y a une petite flèche, voilà, qui permet de masquer et de répondre à la problématique qu'on évoquait. Est-ce que je viens pas cacher finalement un élément qui serait important, qui font que quand je rebascule le feedback, ça ait peu de sens, quoi. Donc, on peut masquer le feedback, en fait, on peut laisser à l'apprenant la possibilité de masquer le feedback. Alors, je vais aller m'occuper de la question 3 maintenant. Alors la question 3, elle répond en fait à une problématique qu'on a qui est assez fréquente ou quelque chose qui est assez intéressant à mettre en œuvre, c'est du repérage sur image. Alors ici on comprend bien l'intérêt de montrer un véhicule. C'est quelque chose que moi j'aime bien utiliser par exemple quand on a des schémas, des repérages sur schéma, par exemple pour interroger sur la schématisation, soit en mode quiz au sens j'évalue, soit simplement en mode davantage formatif, où on va pouvoir intercaler en fait, on va faire un quiz d'une seule question, et on va intégrer en fait cette question de quiz qui s'appuie sur un schéma ou quelque chose comme ça. Ça peut être assez intéressant pour donner un petit peu de dynamique à un module de formation. Donc ici, c'est assez simple pour réaliser donc cette question. Donc c'est une question de type zone, ou ce qu'on appelle également les hotspots. Donc le but du jeu, c'est de définir, donc d'importer son image, puis de définir en fait la zone ou les zones qui sont cliquables. Donc si par exemple je veux rajouter une zone cliquable sur la partie centrale du véhicule, c'est tout à fait possible. Et ensuite, je choisis ce qui est correct ou incorrect d'un simple clic. Hop. Alors sur ces questions-là, il y a quelque chose qui est sur lequel il faut être vigilant parce que vous pouvez avoir plusieurs réponses possibles. Donc vous avez la possibilité ici dans les options de la diapo, les options c'est d'accepter les réponses partiellement correctes. Alors ça va être ici valable, notamment, hop, si par exemple j'ai deux zones et que de manière identique en fait les deux zones ou les clics sur les deux zones constituent une réponse correcte. Dans ce cas-là, vous pouvez accepter les réponses partiellement correctes et vous voyez que vous allez pouvoir ajuster ici, non plus cette fois-ci simplement un feedback correct-incorrect, mais également ajouter un feedback sur le partiellement correct. Hop. Alors, je vais supprimer latéral droit, c'est pas bon, tac. Je supprime ici. Donc pour supprimer, soit le bouton supre lorsqu'on a sélectionné la zone, soit le supprimer ici
en fonction de vos habitudes et de la manière dont vous allez utiliser l'outil. Donc, de la même façon, si vous voulez visualiser votre question, vous avez la possibilité d'ajuster les éléments. Et si vous voulez mettre la consigne sur la partie gauche, rien ne vous en empêche. Alors, je vois que Karl est dans l'assemblée. J'en profiter, puisque je le vois là. La possibilité donc d'exporter le texte de toutes les questions. Vous avez la possibilité de l'exporter dans un type de fichier qui s'appelle XLIF. Voilà, où vous allez récupérer en fait tous les textes sur une partie gauche. Après, il faut un logiciel qui permet de le traiter, mais vous allez pouvoir récupérer tous les textes et les importer dans ce logiciel-là. Et dans ce logiciel-là, vous avez sur la partie gauche vos textes, sur la partie droite votre traduction. D'accord. Et ensuite, vous réimportez. Ok. Et ça va les repositionner exactement au même endroit. Exactement. Ça va tout remplacer. Et du coup, en fait, ce XLIF là, c'est des logiciels qui sont plutôt payants. Alors, c'est un format de fichier. Okay. Ça, c'est l'extension. Voilà, c'est l'extension. Ils vont être lisibles par des outils qui sont utilisés le plus souvent par des traducteurs ou des agences de traduction. Voilà, donc c'est des fichiers qui sont faits pour ça. Alors, on a regardé là un petit peu nous dernièrement ce qui existait sur le marché. Il y a des choses qui arrivent, qui sont accessibles à partir de 100-150 euros pour pouvoir traiter ces fichiers-là. Ouais, d'accord, super. Oui, parce que je pense que c'est plus en plus un peu la demande de le faire et en français et en anglais déjà dans Exactement. un premier temps. Ouais. Alors, vous avez l'outil de traduction. Pour la partie contenu, vous avez quand même l'outil de traduction propre à PowerPoint aussi. C'est-à-dire, du coup, je vois pas. Dans PowerPoint. Oui, il y a le truc, oui, effectivement. Ouais. On peut faire la traduction en fait. Enfin, là, je suis dans la. Alors, pour l'instant, l'outil de traduction est disponible que dans la version quiz, mais ça va s'étendre. Mais dans PowerPoint, vous avez la possibilité d'aller remplacer en fait et même de faire la traduction automatique en fait. Attends, je vais fermer ici. Tac. Je vais me mettre sur un écran ici. Alors, c'est pas propre en fait. Je vais chercher ici. C'est pas, il n'est pas en anglais. Traduction. Voilà. Non, c'est une extension PowerPoint. Et je viens de changer de PC, je ne l'ai pas sur celui-là. Là. Mais il y a une extension PowerPoint qui permet, en fait, quand on sélectionne ici, on va pouvoir ouvrir en fait un volet de traduction et compléter et même avoir des suggestions automatiques de traduction. Ouais, ok. Alors, je reviens donc sur mon quiz. Hop, dans mon quiz. Donc, je réédite mon quiz et l'export. Hop. L'export XLIF se fait ici dans traduction. Donc, on l'exporte et on réimporte le texte choisi. Ça, c'est pour les contenus. Tout à l'heure, on a eu la question également concernant les boutons en fait des boutons. Oui. Si je fais un aperçu ici, en fait, par exemple ici, j'ai un bouton démarrer le quiz, d'accord. Celui-là est directement changeable à l'intérieur des propriétés du lecteur, comme on l'a sur le lecteur global. Donc il y a un lecteur pour chaque type, et là je peux aller chercher différents types de lecteurs qui sont déjà disponibles et déjà traduits. Mais du coup, quand je me retrouve à avoir importé par exemple une version anglaise, il va me générer 2 slides, c'est ça? Une slide en français Non, il vient remplacer en fait.
Il vient remplacer, d'accord. Donc, Ouais, il faut que je il vient tout remplacer. moi ma slide et après, dans les réglages, de quoi alors? Comment ça Il faut s'appelle? avoir des fichiers en français et des fichiers en anglais, en fait. D'accord, d'accord. Doublé. Et puis, dans la propriété des diapositives, du coup, je modifie un peu le circuit, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Alors l'extension PowerPoint, je l'ai plus en tête, Valérie. Il faudrait regarder PowerPoint Translation. Il y a un outil en fait qui s'intègre automatiquement. Ce qui est assez rigolo d'ailleurs avec cet outil-là, c'est que du coup, il s'appuie sur la traduction automatique Microsoft, hein. Comme dans Word d'ailleurs, il y a un même type d'outil de traduction. Donc ça permet d'avoir des suggestions. Alors autant dans Word, j'hésite plutôt à l'utiliser parce qu'on est sur des longs textes, hein, donc la traduction automatique, faut s'en méfier. Autant sur du PowerPoint, ça propose en fait des suggestions de traduction qui peuvent être assez pertinentes parce que comme on travaille sur des textes courts ou des consignes, ça peut être assez approprié, il y a moins de risque d'erreur, quoi. D'accord. Je vais passer en fait au dernier écran, celui qui vient faire la synthèse en fait de votre atelier, de votre quiz. Alors moi j'aime bien comparer en fait un quiz à un sac, et dans ce sac vous mettez des questions. Un quiz c'est un sac à questions. Et ce qui va déterminer en fait la manière dont va réagir votre sac, c'est le résultat, et c'est-à-dire que lorsque vous allez éplucher ce qui est à l'intérieur du sac. Donc ça, vous allez pouvoir regarder dans le résultat, soit c'est un échec, soit c'est une réussite, d'accord? Pour déterminer ces éléments-là, il vous faudra un seuil de réussite, et ça là vous allez aller le régler en fait dans les propriétés, d'accord? Donc lorsque je clique ici sur les propriétés, j'ai un petit onglet résultat, et là j'ai la possibilité d'attribuer en fait une note, soit en pourcentage, soit en points, qui est accessible ici. D'accord? À partir du moment où l'apprenant atteint 80%, eh bien on va considérer qu'il est en succès, et s'il est en dessous de ces 80, il va être considéré comme en situation d'échec. D'accord? Lorsque je passe en vue diapositive, j'ai de la même façon, en bas ici à droite, quiz réussi, quiz échoué. Si je veux présenter les choses de manière un peu différente, par exemple, ici, quiz réussi, le mettre ici, quiz échoué, le mettre là, pas de problème. D'accord? Vous pouvez jouer sur ces éléments-là. Ce que je vous invite à ne pas bouger. Pas bouger, ce sont ces éléments-là. Vous voyez là où c'est écrit votre score, pourcentage, awarded percent, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des variables. Ces variables, en fait, elles sont définies par le logiciel, et ce sont ces variables-là, enfin, ces éléments-là qui sont remplacés par la valeur de la réussite au quiz ou des éléments attendus, en fait. D'accord? Donc, si vous les perdez, vous pouvez toujours les retrouver et les ressaisir à la main ou des choses comme ça. Pour autant, pour le reste, prenez l'habitude de pas toucher, et surtout de ne pas supprimer ces éléments-là, parce que vous voyez que c'est pas une syntaxe très très facile à retrouver. Alors si jamais ça vous arrive quand même, hein, vous allez ici dans les propriétés du lecteur et dans les étiquettes de texte, vous pourrez retrouver les différents éléments, pourcentage qui va apparaître quelque part. Voilà, pourcentage question time, vous voyez ici des éléments comme ça qui apparaissent et que vous pouvez retrouver. Ça vous permet d'avoir un petit point de repère si jamais ça vous arrive. Alors, ces résultats, lorsque vous êtes dans la vue formulaire, vous voyez que sur la partie droite, comme pour toutes les diapositives, hein, vous avez la possibilité d'afficher différents éléments. Par exemple, le score de l'utilisateur, et hop, si je le décoche et que je visualise ici, vous voyez que, félicitations, vous avez réussi. Je n'ai plus ces pourcentages-là qui apparaissent. D'accord? Donc, si je l'apparais, je retrouve mes variables qui sont automatiquement calculées. Hop. Donc ça, on peut jouer sur ces éléments-là. On peut afficher le seuil de réussite à l'apprenant, mais c'est pas toujours le cas. Et puis, quelquefois, eh bien, on veut afficher la diapositive sans résultat, masquer la diapositive de résultat, parce que
Parce que si vous avez utilisé un quiz formatif de 2 questions, c'est pas la peine de lui dire qu'il a fait 0, 50 ou 100%. Peut-être que simplement vous voulez aller à l'écran suivant. Et dans ce cas-là, c'est inutile d'afficher la diapositive de résultat. Et dans ce cas-là, on choisit de masquer la diapositive de résultat. Elle est désactivée. Et quand je vais jouer mon quiz, ça va s'arrêter à la dernière question. Et au-delà. Et puis après, le module va pouvoir continuer. D'accord? Alors c'est là aussi que vous allez donner la possibilité de revoir ou de ne pas revoir le quiz, de pouvoir redonner de nouvelles tentatives, etc., etc. Alors lorsque je vais aller ici, lorsque je visualise mon écran avec mes questions. Hop. Donc, je retrouve bien ici mon écran et vous avez dû remarquer en haut que vous avez un accès à différentes informations. Votre score 0 sur 10, la question 1 sur 1. Tiens, ça n'a pas beaucoup de sens de mettre ça 1 sur 1. Donc, vous pouvez décider d'aller modifier en fait cette visualisation et pour ça, vous allez aller dans le lecteur. Et dans le lecteur, vous voyez ici la possibilité d'avoir différentes coches, afficher le numéro de la question, afficher les points attribués, afficher la liste des questions ou les résultats. Et donc, de cette manière-là, vous pouvez, par exemple, tout à l'heure, je disais, la question 1 sur 1, le numéro de la question, il n'a pas beaucoup de sens, je le décoche, et dans ce cas-là, il ne s'affichera pas sur mon module de formation. Moi, j'ai une question, Jean-François. Sur les quiz, moi, j'ai l'habitude de me nommer mes quiz. Par exemple, l'idée, c'est de sauvegarder un quiz et de, par exemple, pouvoir le réutiliser dans un module pour un autre module de formation, par exemple. Et en fait, comme iSpring les nomme par défaut toujours quiz 1, quiz 2, du coup, j'arrive pas forcément à les retrouver. Alors qu'au départ, je m'étais dit, tiens, si je me lui donne un nom, par exemple là, groupe de questions 1, voilà, de vraiment leur donner un nom, d'aller dans propriété, de leur donner des noms, etc. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait aider à ça ou pas? Oui. Super. Oh, Alors, génial. La bonne question. Astuce. En fait, par défaut, on se dit, iSpring, ça s'appuie sur PowerPoint pour faire des modules de formation. Oui. Et je vais utiliser, voilà, je crée un nouvel écran et j'ajoute un quiz. Et effectivement, quand j'ajoute un quiz, il va me proposer quiz noté, hop, et puis il va mettre quiz sans titre. Et puis à un moment, c'est quand je vais faire quitter là. Ouais, il va l'enregistrer. Voilà, enfin bref, là, j'ai rien mis dedans, mais il me demande sauvegarder et revenez au cours. Il me met par défaut quiz 1. Et effectivement, si j'ai des quiz un peu dans tous les sens et que ça s'appelle tous quiz 1, c'est pas très pratique. Alors, il y a une petite astuce qui consiste en fait à créer son quiz ailleurs que dans le PowerPoint. Pour ça, on va partir ici de la fonction de recherche et je vais aller chercher, iSpring directement dans ma fonction de recherche des logiciels installés. Et au lieu de lancer iSpring Suite 10 ou PowerPoint, je peux lancer iSpring QuizMaker ici. C'est valable pour les simulations que vous avez traitées tout à l'heure aussi. C'est-à-dire qu'on peut très bien lancer l'interface de quiz ici de manière indépendante en fait. Je vais choisir quiz noté. Voilà. Et cette fois-ci, je vais pouvoir alors, il faut que j'ai quelque chose dedans, mais je vais pouvoir l'enregistrer sous un autre nom, en fait. Hop. Donc, je peux importer, option. Tac, il faut que je rajoute une question. Voilà. Hop, sauvegarder. Et là, je peux choisir le nom de mon quiz. D'accord. Et après, je le réimporte dans le PowerPoint. Je vais le faire comme ça. D'accord, génial. Merci. Hop, je le renomme, voilà. Je le mets sur le bureau. Donc là, j'ai une extension .quiz en fait. Ouais. Donc je l'ai mis sur mon bureau. Donc je ferme mon quiz. Hop, je ferme. Je reviens dans mon PowerPoint. Et cette fois-ci, je crée donc ma diapo. Je vais rajouter ici quiz.
Et au lieu de, dans les quiz récents, il l'a mis, mais au lieu de créer un nouveau quiz, en fait, je vais faire parcourir et je vais le chercher. Et comme il a une extension .quiz, il est capable de le trouver. Je vais ouvrir. Et du coup, mon quiz est intégré directement, comme si c'était créé directement. Et après, dans les sous-menus que iSpring aura générés, je vais le retrouver nommé comme ça. Ou tu vois, juste par exemple, si j'avais besoin de checker qu'il est bien embarqué. Alors, je sauvegarde. Si je veux vérifier qu'il est bien embarqué, hop, je vais ici. Alors, petit instant parce qu'il est sur mon autre écran. Ouais, du coup, il est sur l'autre écran. Atelier iSpring. Voilà. Je vais l'ouvrir ici. Alors, est-ce que c'est dans celui-là? Animateur, support. Je suis pas sûr d'être sur le bon, mais oui, on peut le retrouver. Justement, de voir si du coup il l'a dans quiz. En fait, il va le mettre dans les quiz ici. J'aurai quiz 1 et j'aurai quiz Carl ici, en fait. D'accord, ok. Oui, parce que du coup, ça permet aussi de, s'il y a un dossier en particulier à changer, je trouve que c'est plus simple à le trouver. C'est plus simple. Il y a un autre élément assez intéressant, un autre intérêt en fait à travailler de cette façon-là, c'est-à-dire d'ouvrir en fait directement dans l'interface iSpring choisie. C'est que du coup, on peut avoir son PowerPoint d'un côté et son interface et son autre interface iSpring Quiz par exemple à côté. Ce qui fait qu'on peut vraiment bien voir les deux. Alors qu'autrement, quand on ouvre en fait l'interface de quiz, elle vient se superposer par rapport au PowerPoint et quelquefois on ne sait plus en fait. Donc si on l'ouvre à part, on peut traiter le quiz à part ou la simulation ou l'interaction, c'est exactement la même chose. On le traite à part, on l'enregistre et ensuite on le rappelle en fait dans le PowerPoint. D'accord, bonne idée. Donc ça permet de contourner cette difficulté-là, ou ce risque quelquefois. Quand on en fait beaucoup, c'est vrai que ils s'appellent tous pareil, c'est pas simple. Ouais. Super, merci. Voilà. Mais là, ils veulent retrouver. Hein, si je clique sur quiz, hop. Ouais. Non, il l'a renommé. Je sais pas trop où il l'a mis. Ah bon, on le retrouve. Oui, des fois, pas de souci. Hop. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur ces quiz? Je vois que l'heure tourne. Ok, super. Moi, j'aime bien que tu remontres là comment tu as fait pour aller directement dans le quiz maker. Ouais, en bas ici. Dans le rechercher. Oui, d'accord. Ouais, c'est dans le rechercher de Windows en fait. Je cherchais dans l'interface, moi, du coup. Ouais, ok. Et en fait, si on va le chercher dans l'interface, il reste en fait dans le. Ouais, c'est ça, exactement. Hein, et sinon, on va le chercher directement ici. C'est valable pour tous les autres outils. Hein. Donc, Visual, c'est les interactions. Talkmaster, c'est les simulations. Flip, c'est pour transformer un PowerPoint un PDF en livre interactif. En livre interactif, ouais. Voilà. Et puis, audio-vidéo éditeur également pour la partie tutoriel. Ouais, en fait, justement, ça, je trouve que c'est un truc où on n'y pense pas, en fait, de faire ça. C'est vrai qu'on a un peu une fois qu'on a ouvert le PowerPoint, on va plutôt le chercher dans iSpring. Du coup, il y a plein d'outils qu'on va pas forcément utiliser, alors qu'on les a sous la main. Tout à fait. Non, mais c'est la petite astuce, elle est là, c'est de dire tiens, mais je vais le faire comme ça. Je le fais à part, mais quelquefois on fait juste une interaction. En fait, on peut publier une interaction sans passer par PowerPoint en fait. Ouais. Ou un quiz d'ailleurs. Alors, il y avait une autre question sur la mise en
place donc du drag and drop. OK. Hop, donc ici, si on glisse et déposer. Donc il faut passer après dans la vue diapositive en fait. Ici pour ajouter les différentes images et ensuite les jouer. Il y a un tutoriel, on a un tuto qui existe sur notre blog qui explique. Je vais pas le faire là parce que c'est assez délicat à manipuler, puis j'ai pas d'image en fait qui sont directement accessibles pour vous faire une démo, mais il me semble qu'on a tout un tuto avec la démarche à suivre sur le drag and drop qui est sur notre blog. Je vais demander à Maëlys de la retrouver, c'est elle qui l'a rédigé, donc elle va retrouver ça plus vite que je ne le ferai. En fait, il faut ajouter ici, suivre les éléments, mais il faut avoir préparé ces images avant. En fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Ok, parfait. Bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne ou un bon repas. On se retrouve, je crois que c'est 14h la reprise, il me semble. Voilà, pour pouvoir enchaîner les ateliers. Je vous souhaite de bons ateliers cet après-midi. Et puis encore plein de petites choses à venir. J'espère que vous passez une bonne matinée et que vous serez content de nous retrouver cet après-midi. À tout à l'heure.